Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va élaborer ensemble une petite technique pour gagner de l'argent, investir de l'argent, vous allez voir d'une manière un petit peu sympa et qui a un lien avec le monde du fitness. On va parler également de comment purifier son eau. Donc les diverses astuces qui s'offrent à nous. Et on va également parler de la dose minimum de sport pour la santé. Bon. Des sujets sympas et des sujets à la fois d'actualité parce que ce sont des articles qui me sont remontés et à la fois un petit peu de style de vie parce que je pense pas que c'est vraiment un lien avec la date du moment. Voilà. Bon, avant de démarrer, il faut savoir que j'ai produit pour vous et c'est sorti ce dimanche un cours, une formation sur les exercices. Alors 11 exercices pour développer vos biceps, ça s'appelle comme ça, mais le but c'est de vous apprendre clairement comment travailler vos biceps. Alors ça veut dire quoi comment travailler vos biceps? Ça veut dire que les biceps, beaucoup de personnes ont un point faible biceps, ils ont du mal à les sentir bosser, ils n'arrivent pas à les développer correctement, ils ont l'impression que même quand ils sèchent, ils ont des abdos, les biceps ils restent pas très secs, enfin voilà, tout un tas de choses comme ça, ou alors juste gagner, remplir un petit peu les manches de la chemise ou du t-shirt. Et ils aimeraient un petit peu savoir comment faire. Alors déjà la première chose c'est de savoir qu'il y a différents angles de travail. Et quand je dis des angles, c'est que par exemple il y a le brachial, il y a la longue portion, il y a la courte portion. Donc il faut déjà savoir comment cibler ces zones-là. Parce que si on a tendance à faire toujours les mêmes mouvements depuis des années, typiquement le programme classique du curl bar, du curl halter, du curl concentré, du curl zut incliné, des choses comme ça, et qu'on répète ça année après année, on peut avoir une forme de déséquilibre qui s'installe. Soit on va manquer de longue portion, soit on va manquer de courte portion, soit on va manquer de brachial, etc. Et donc du coup, les biceps, s'ils se sont développés sous leurs angles les plus faciles pour vous, par rapport à votre morphologie, votre génétique, et donc du coup, il y a un manque à développer entre guillemets. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à développer certaines zones. Typiquement, quand vous êtes en double biceps, en pose double biceps, vous avez des bons biceps, mais au repos, ça donne rien. Les bras le long du corps, ça donne rien. Ou inversement, ça donne quelque chose quand vous avez les bras relax, mais quand vous contractez, il y a que dalle. C'est-à-dire que il y a même pas de pic, il y a rien du tout. Donc le but pour moi, c'était de vous proposer quelque chose qui vous permettra avec n'importe quelle machine que vous allez avoir en face de vous, de mouvements que vous allez projeter de faire, savoir exactement quelle zone ça va travailler, quel angle du biceps, quelle partie du biceps ça va travailler, et de vous dire ok, cet exercice ça cible ça, est-ce que je manque de ça, ou est-ce que justement je dois plutôt aller de l'autre côté du biceps, donc travailler une autre portion, donc potentiellement changer de mouvement. Et justement vous avez la liste des mouvements pour telle zone du biceps, telle ou telle zone. Et il y a un petit programme et tout ça qui va avec. Je vous invite à aller voir le lien qui est en description. Alors c'est pareil, il y a pas mal de personnes qui me demandent mais ils sont où tes liens Théo en description? En fait, ce que j'ai fait maintenant, c'est que dans les podcasts, vous avez un seul lien, et ce lien vous renvoie vers la fiche du site avec toutes les notes. Donc par exemple là, le lien pour aller à la formation, c'est dans les liens à suivre. Donc vous avez le lien, donc premier lien dans la description, deuxième lien dans les notes. En fait, c'est un fichier avec toutes les notes. Ensuite, vous avez également toutes les références que j'utilise pour le podcast, donc tous les articles avec les sources que je cite à chaque fois. Il y a toujours les sources de manière, déjà parce que les articles ne m'appartiennent pas, donc c'est le minimum, mais aussi vous, si vous voulez creuser un petit peu plus un sujet du podcast, vous avez la source. Et vous avez également les liens, par exemple, pour me poser vos questions, parce que des fois je traite des questions d'auditeurs dans les podcasts. Vous avez un lien pour ça. Vous avez un lien également pour rejoindre mon canal Telegram. Vous savez, le petit canal où je poste des choses, des fois des sondages, des fois des choses un petit peu plus perso, etc. Et tous les liens également pour aller voir les podcasts, par exemple sur Deezer, sur Spotify et tout.
Tout ça, c'est dans ce fameux lien que vous avez en description si vous êtes sur YouTube. Voilà. Et si vous êtes directement sur une autre plateforme de podcast, logiquement, ça va se mettre un petit peu plus... ça va se mettre différemment. Selon la plateforme, des fois, il y a tous les liens, des fois, il n'y en a qu'un seul. Voilà. Bon, allez, on démarre avec le podcast directement dans le vif du sujet. Supermarchés contraints de lutter... Alors, il y a des supermarchés qui sont contraints de lutter contre l'obésité. Donc ça démarre en Angleterre avec le groupe Tesco. Je vous cite, Tesco a fini par céder à la pression de certains de ses grands actionnaires. La plus grande chaîne de supermarchés britannique leur a promis qu'elle allait augmenter ses ventes de boissons et de produits alimentaires plus sains dans l'ensemble de ses magasins, y compris chez le grossiste Booker. Donc, ils ont cédé sous une forme de pression des actionnaires pour... alors, est-ce que c'est mettre en avant des produits plus sains ou arrêter de mettre en avant des produits malsains ? Et pourquoi ? Vous allez me dire, c'est une très bonne chose, etc. Moi, je trouve que... Encore une fois, je suis toujours modéré sur ce genre de sujet parce que, évidemment, que directement, si ça peut avoir un impact sur le choix de consommation des gens. Si des gens qui sont pas du tout éveillés à la nutrition et tout, si on leur recommande des produits plus sains, tant mieux. Mais en fait, ça encore une fois, ça met dans une forme de dépendance. Et cette dépendance, elle est que si jamais ils décident du jour au lendemain d'arrêter cette loi, donc de changer de politique, de dire finalement on remet des aliments malsains, les gens vont recommencer à manger mal. Donc du coup, ça déresponsabilise les gens directement. C'est-à-dire que la gestion de ce qu'ils mettent dans leur frigo, la gestion de leur santé est déléguée à ce que mettra en avant des supermarchés. Et je trouve ça quand même étrange. Ça fait encore une fois, moi j'ai encore des problèmes avec ce côté infantilisant où c'est pas aux gens de décider, mais c'est les grandes chaînes qui décident en fait si on décide si vous mangez sain ou pas. Et ça c'est un combat du 21e siècle, je trouve, où on accuse énormément les gros groupes. En fait, c'est tellement simple de dire c'est pas de ma faute, c'est de la faute d'eux parce qu'ils me mettent des publicités qui me donnent envie, ils me mettent des produits qui me donnent envie, mais en fait à un moment donné personne se pose la question de savoir mais est-ce que tu peux pas essayer de comprendre pourquoi t'as envie, est-ce que t'as pas envie de responsabiliser là-dessus, d'essayer de choisir d'autres aliments, parce qu'en fait ces aliments qu'ils vont mettre en avant, ils sont déjà présents. C'est juste que les personnes ne les voient pas. Donc s'ils les voient pas, c'est qu'ils les cherchent pas. Donc il y a pas déjà de comportement, de quête de mieux manger. Après, là où je tempère mes propos, c'est si on vous met en avant des produits qui sont vendus comme ça alors qu'ils ne le sont pas. Typiquement, sur un packaging, on met la couleur verte, on met le mot bio, on met le mot santé, on met le mot vitamine, on met le mot minéraux, on met le mot bas en calories, etc. Ce sont des arguments qui, pour le consommateur, ça va matcher comme sain. Pareil pour le Nutri-Score. Le Nutri-Score, que je trouvais une très bonne démarche à la base, finalement, je me rends compte que cette démarche, elle est pas du tout... j'étais naïf comme beaucoup de personnes, j'imagine. Comme de moins en moins de personnes. Mais moi, j'aime bien... Je suis plutôt naïf et j'aime bien croire dans les beaux projets. Et puis, je préfère me tromper que d'être tout de suite fermé, en fait, de dire non, ça sera pas bien, ils vont nous manipuler et tout. Donc je préfère être naïf au début, y croire, et puis après de donner de la chance au produit un petit peu. Voilà. Et finalement, je me rends compte que le Nutri-Score, quand on voit qu'est-ce qui est noté A ou B, parfois on se dit, vous avez qu'une partie du problème, quoi. En fait, pourquoi je dis ça ? Je vais vous donner une image assez claire là-dessus. En fait, pour moi, le Nutri-Score, il se base sur certaines caractéristiques santé d'un produit, mais ils en oublient trop. C'est-à-dire qu'ils vont dire que ça va être santé parce qu'il n'y a pas, par exemple, de graisse saturée ou trop de sucre ajouté. Donc ça va monter, le score va... Alors je schématise énormément, il se base sur plus de choses que ça, mais ils vont, si c'est bio, s'il n'y a pas de sucre ajouté, s'il n'y a pas de graisse saturée, ok. Mais ils vont oublier, par exemple, je sais pas moi, le fait que ça soit beaucoup de sources d'aliments mélangés, donc transformés, ils vont oublier l'index glycémique, ils vont oublier des choses comme ça. C'est un petit peu comme si on disait... boire telle bouteille d'alcool, comment dire,
Avec l'alcool, par exemple, ça serait, imaginez l'exemple, boire dans un bar, c'est pas bien, et boire en nature, c'est bien. Pourquoi boire en nature, ça a un score de B, et boire dans un bar, ça a un score de C? Parce que boire en nature, ils se sont basés sur le fait qu'en nature, c'est bon pour la santé d'être dans la nature, donc du coup, ils se basent que là-dessus, donc le score monte. Est-ce que vous voyez un petit peu l'image que j'essaye de donner? C'est-à-dire qu'ils se basent sur des choses qui sont véridiques, c'est-à-dire des points, trop de graisse saturée, c'est pas bien, ou trop de sucre, c'est pas bien, mais ils oublient quand même que c'est peut-être que les produits transformés en eux-mêmes ne sont pas bien déjà. Donc c'est un petit peu, comme je vous dis, boire de l'alcool, trop d'alcool, c'est pas bien, mais en nature, ça serait mieux, et donc du coup, ça aurait un meilleur score. Non, je pense pas en fait. Et c'est un petit peu comme ça que je vois les choses, c'est qu'ils se basent sur en tout cas leur algorithme de calcul n'est pas, pour moi, il leur manque des données, quoi. Et après, il y a les applications de calcul qui sont légèrement plus indépendantes. Vous savez, les Yuka et compagnie, c'est un petit peu plus indépendant, mais encore une fois, il manque certaines données. Donc je pense que la meilleure donnée qu'on peut donner aux consommateurs, c'est la connaissance. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez envie de manger sainement? Oui, ok. Donc voilà le prix à payer. Il va falloir comprendre un petit peu comment ça se passe, regarder la liste des ingrédients, savoir ce que ça vous apporte, etc. Alors il y en a qui vont dire, ouais, mais on n'a pas tous le temps de faire ça. Ouais, dans ce cas-là, tu n'as pas envie de faire au mieux pour ta santé. Quand tu as envie de faire au mieux quelque chose, il faut que tu apprennes. Donc il faut comprendre, et si on a envie de maîtriser à fond sa nutrition, il faut quand même s'attarder un petit peu sur de la connaissance et de l'apprentissage. Et bon, mon exemple n'était pas super parlant, mais je pense que vous aurez compris où je veux en venir. Pour cette histoire justement de supermarchés qui vont se mettre à placer des aliments sains, on va dire entre guillemets en tête de gondole, pour moi ça leur donne le pouvoir de ce que les Anglais vont avoir dans leur assiette. Donc du coup, s'ils décident d'abandonner cette loi, ça va, enfin cette organisation, du jour au lendemain, on peut refaire manger mal tout le monde. Puis encore une fois, il faut voir quels sont les aliments qui vont être mis en tête de gondole, parce qu'il faut savoir une fois, c'est que ce sont des budgets publicitaires, et ces budgets publicitaires, il faut que les produits sains aient le budget par rapport aux grands groupes qui, eux, ils l'ont, le budget, donc ils vont faire en sorte de créer des produits un petit peu plus sains pour que ça aille en tête de gondole. Donc, encore une fois, c'est beaucoup de blabla pour pas grand-chose. Enfin, j'aimerais bien savoir combien, le budget qu'ils mettent là-dedans. Est-ce que, je sais pas, on pourrait pas envoyer des... Vous savez, moi, encore une fois, je suis persuadé que le monde les fondamentaux de la nutrition et de l'activité physique, du mode de vie un petit peu plus sain, on peut lutter contre ça avec une manière qui existe déjà, mais dans d'autres domaines, une façon simple. C'est-à-dire que les gens, ils sont pas vraiment prêts. Alors, je parle du grand public, pas vous forcément, parce que vous, on va dire qu'une bonne majorité des personnes qui écoutent le podcast, vous êtes déjà membre VIP sur le site, donc vous avez déjà une conscience de l'apprentissage, de savoir comment ça fonctionne. Vous êtes conscient que dans le gratuit, on trouve pas grand-chose, et que aujourd'hui, si on veut de l'information un petit peu plus pertinente, il faut mettre un petit peu la main au portefeuille. Et c'est pareil dans plein de domaines, mais notamment la santé, la nutrition et le fitness. Mais pour le grand public, ils ont pas envie de mettre de l'argent pour savoir comment faire. Parce qu'en fait, vous savez, le monde de la nutrition saine, c'est un petit peu comme le monde de la drague. C'est-à-dire que tout le monde a son avis, tout le monde sait comment faire, mais finalement, personne n'y arrive. Et la nutrition saine, c'est un petit peu la même chose. Tout le monde dit, oui, non, mais pour manger sainement, faut faire ci, faut faire ça. Mais finalement, sur leur physique, ça se voit pas, en fait. Ils mangent sainement, c'est pas possible, ils y arrivent pas. Pour eux, ça leur semble logique, mais en fait, ça touche beaucoup l'ego. De quel droit, toi, tu me dis comment manger, je sais comment manger. Et en fait, ils ont certainement pas envie de mettre la main à la poche pour apprendre à bien manger. Et donc, pour moi, la stratégie, j'en avais parlé d'ailleurs à des personnes qui ont des magazines de fitness, des choses comme ça, je leur avais dit, pour moi, à mon sens, l'avenir de la nutrition saine, du mode de vie fitness, c'est le même principe que ceux qui habitent dans les grandes villes où il y a un métro. Vous savez, le magazine Métro qui était donné gratuitement à l'entrée du métro, justement. Et je pense que ça sera comme ça qu'on pourrait peut-être potentiellement solutionner, en tout cas éduquer les gens. C'est-à-dire que de leur mettre un fascicule dans la boîte aux lettres,
et notamment peut-être dans les zones où justement géographiquement il y a le plus de surpoids, de leur mettre un petit fascicule avec le papier le plus low cost qui existe, avec l'imprimerie, les impressions les plus low cost, même en noir et blanc c'est pas grave, mais de leur mettre un petit fascicule, je sais pas, de 3-4 pages par tous les 15 jours ou toutes les semaines dans la boîte aux lettres, forcément financé par la publicité, ils trouveront peut-être pourquoi pas des commerces locaux à chaque fois pour imprimer des publicités, pour se faire financer, pour que forcément on peut pas, voilà, mais en tout cas de donner gratuitement de l'information. Moi en tout cas si ça un jour ça existe, je suis volontaire pour écrire un petit post dedans régulièrement, il n'y a pas de problème, mais en tout cas je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à atteindre le grand public, par la gratuité de l'information, et un petit peu comme certaines émissions font. Mais là le petit fascicule c'est pas mal parce que tout le monde prend, enfin tout le monde, non pas tout le monde, mais ceux qui prennent le métro ils pourraient l'avoir, le lire, le bouquiner, ils auraient pas peur de se le faire voler comme un iPad s'il le sort aux heures de pointe. Là le magazine on se le fait voler, c'est pas grave, c'est gratuit, mais au moins ça donnerait de l'information, quoi, de l'information gratuite, ça divertirait, puis les gens ils diraient t'as vu, j'ai lu ça ce matin à la pause café, ils diraient j'ai lu ça, tu savais? Non, je savais pas, je vais commencer ce soir, et je pense qu'on pourrait tout doucement commencer à réussir à ancrer, déjà à démonter certaines croyances et à ancrer des nouveaux réflexes. Voilà. Bon, c'est mon idée, et je pense que c'est faisable. Si vous avez voilà, je pense que c'est largement faisable. D'autres y arrivent. Il suffit juste de se faire financer par de la publicité, des annonces de trucs, des locaux, quoi, hein, des Biocoop, des machins, des trucs comme ça. Des salles de sport, par exemple. Il peut y avoir des pubs pour des salles de sport, mais évidemment pas des pubs pour des produits transformés à l'intérieur, quoi. Faut pas déconner non plus, quoi. Bref, je continue. Le deuxième article, c'est la plus petite dose de sport pour la santé métabolique. Alors, comme vous savez, j'en avais déjà parlé dans d'autres posts, notamment au Canada, où ils recommandaient, alors c'était pour ceux qui ont le diabète de type 2, pour essayer de je veux pas dire d'inverser la maladie, mais en tout cas de retrouver une meilleure santé. Ils recommandaient de faire 150 minutes d'entraînement cardiovasculaire à moyenne intensité, basse moyenne intensité, du cardio, du vélo, de la marche rapide, de la course à pied, pendant 150 minutes par semaine, et de faire 3 séances de musculation par semaine. Voilà. Donc d'avoir ce combo-là, ça permettait de faire un petit peu machine arrière sur la maladie qui était qui est le diabète de type 2. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé, en matière d'activité physique, recommande 150 à 300 minutes d'activité modérée par semaine, ou 75 à 100 minutes d'activité intense par semaine. Bon. Et ils disent que ça peut être inaccessible pour une grande partie de la population. Bon, déjà inaccessible, pourquoi? Je sais pas. Alors inaccessible si c'est un handicap, d'accord. Si c'est parce qu'ils ont pas le temps, il faut qu'ils le trouvent. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, si on n'a plus le temps de faire... avec le mode de vie automatisé qu'on a, c'est-à-dire avec toute la technologie qui nous facilite la vie, et quand je dis technologie, je parle pas que d'iPhone et tout, je parle aussi d'un four qui est capable de cuire et de s'arrêter quand c'est bon, d'un cuiseur qui s'arrête quand c'est bon. Enfin, je veux dire, il y a pas mal de choses où on a plus besoin d'être présent, il y a beaucoup de choses qu'on a dans notre quotidien qui se gèrent quasiment en automatique. Et là, je pense à la cuisson, parce que la cuisson, c'est le plus parlant. Alors, aujourd'hui, on a un four avec une minuterie qui s'arrête, qui a une chaleur tournante. On a moins peur de faire brûler les choses, et on a des cuiseurs, comme je disais tout à l'heure, des trucs comme ça. On est beaucoup plus détendu sur genre. Les objets sont moins dépendants de nous, en fait, pour fonctionner. Donc du coup, ça veut dire qu'on a plus de temps libre aussi, et il faut savoir une chose, c'est que le temps qu'on n'a plus aujourd'hui, c'est pas qu'on l'a plus réellement, c'est qu'en fait on l'a meublé avec des choses qui nous font plaisir, typiquement les réseaux sociaux, typiquement les Netflix et compagnie, typiquement de naviguer sur Internet. Bon, voilà, c'est du temps libre qu'on n'a pas envie de sacrifier pour faire du sport et tout. Donc j'aime pas le mot inaccessible pour une grande partie de la population comme il y a écrit dans l'article, j'aime plutôt c'est du temps qui est moins, le temps d'activité physique est moins séduisant pour les gens que du temps de plaisir, quoi. Ça a été comme ça depuis des années et des années, hein. C'est la réalité. C'est pour ça que beaucoup de personnes n'arrivent pas à se mettre dans une hygiène de vie fitness.
parce que en fait, ce qui s'oppose à l'entraînement, c'est des choses qui sont beaucoup plus délicieuses en termes de sensations pour eux, quoi, pour ces personnes-là. Donc c'est pas, c'est voilà. Bon, bref. Et les études ont montré d'ailleurs que les restrictions liées à l'épidémie de Covid-19 ont fait baisser le niveau d'activité physique de la population. Ce qui est bizarre parce que justement on avait plus de temps puisqu'on avait moins de temps de trajet pour ceux qui travaillaient à la maison. Il y a eu du chômage partiel, mais il y a eu moins d'activité physique. Donc cette histoire de temps, je pense que c'est pas l'étude, mais l'excuse du siècle, le manque de temps, alors qu'on a concrètement plus de temps qu'avant. Hein. On passe plus de temps devant la télé, donc et devant nos écrans, donc ça veut dire qu'on a plus de temps. Hors temps d'écran pour travailler, on a plus de temps d'écran qu'avant. Alors vous allez me dire, oui, mais avant il n'y avait pas d'écran. Ouais, mais je parle quand même par rapport au XXe siècle où il y avait la télé. Donc on passe plus de temps devant les écrans, donc on a plus de temps libre. Puisque si ce ne sont pas des temps d'écran de travail, ça veut dire que ces temps d'écran sont des temps d'écran de loisirs. Donc de loisirs ou de hobby ou d'occupation autre que de bosser. Et donc du coup, forcément, c'est qu'on a plus de temps libre. Et durant le Covid-19, donc durant les périodes passées à la maison, télétravail ou chômage partiel, les gens ont fait moins d'activité physique. Donc voilà, bon, forcément dedans il y a aussi les personnes qui avaient un travail physique qui ne le faisaient plus. Mais est-ce que les activités physiques de l'étude, le travail n'est pas pris en compte. Donc là sur la nutrition.fr là il disait que une des bonnes solutions pour ce genre de personnes c'est de faire du haute intensité, du HIIT, donc de l'entraînement à haute intensité, parce que justement en 15 minutes par jour on peut essayer de s'orienter vers la dose minimum santé au niveau métabolique, en fait, de ce qui va se passer au niveau de l'organisme. Et c'est vrai que c'est intéressant de faire du HIIT quand une personne ne fait pas de musculation, une personne ne fait pas de course à pied et tout, de lui faire du HIIT. Alors pas du HIIT à n'importe qui, hein. On s'amuse pas à faire du HIIT d'entrée de jeu à une personne qui est en fort surpoids et qui a pas bougé depuis longtemps. Cette personne-là, enfin voilà, je suis pas médecin spécialiste en obésité, mais c'est une personne qui va devoir y aller très progressivement. C'est-à-dire qu'une personne qui ne bouge pas de chez elle, qui est en forte obésité, qui n'a pas fait du sport depuis longtemps et tout, qui a probablement un cœur fragile sans le savoir, hein, d'ailleurs, moi je lui recommanderais déjà, va jusqu'à ta boîte aux lettres à pied, tu reviens, et puis après t'essayes d'aller faire le tour de ton pâté de maison, mais tranquillement, même pas le tour complet, mais juste un petit peu, tu marches dans la rue, accompagné d'ailleurs, pas tout seul, puis tu reviens chez toi, tu vois comment tu gères ça, puis après t'essayes de t'allonger un petit peu chaque semaine ta durée de sortie, et puis au fur et à mesure où tu sens que ta condition physique augmente, t'augmentes un petit peu le rythme de la marche, tranquillement, pour arriver à un niveau d'activité où tu sais que en fait, déjà de se connaître au niveau cardiovasculaire, de savoir jusqu'à où on est capable d'aller dans une forme de confort, et progressivement, où le poids va descendre, quand le poids va descendre, de commencer à monter un peu en intensité et de rentrer dans une zone un petit peu plus inconfortable, en tout cas au niveau cardiovasculaire, pour forcer un petit peu l'organisme à s'adapter à ça. Bon bref, le haute intensité, l'avantage qu'il a pour les personnes qui veulent avoir la dose minimale pour la santé métabolique, c'est que ça peut être fait en une très courte période de temps. Alors 10-15 minutes échauffement et récupération comprises, moi je dirais plutôt 15 minutes de travail en haute intensité, puis après derrière 5-10 minutes de récup, et avant au moins 5-6 minutes d'échauffement progressif. Mais il faut savoir une chose, c'est que le haute intensité, il est très mal compris par beaucoup de personnes. Le haute intensité, c'est pas juste ça brûle un petit peu. Le haute intensité, c'est vous êtes à peu près à 90-95% de votre maximum. C'est-à-dire que à chaque session, donc le haute intensité, c'est par exemple 30 secondes d'effort très violent, suivi de 30 secondes de récupération. Vous enchaînez ça pendant 10-15 minutes, et après vous avez terminé votre séance. Mais quand vous êtes sur les 30 secondes ou même les 15 secondes de travail très intense, c'est vous vous faites poursuivre par un agresseur ou par un chien méchant. C'est pas juste vous allez un peu au-dessus de votre course de croisière quand vous faites un footing. C'est vous allez sur un stade, vous faites des sprints sur 60 mètres, c'est des sprints. C'est pas genre je cours à haute intensité. Donc pour ça, il faut être préparé à ça quand même. C'est pas de n'importe qui, et même si vous faites de la musculation aujourd'hui, ne vous amusez pas du jour au lendemain à aller faire des sprints à 100% sur un stade. Vous allez voir que votre corps, il est pas du tout adapté à ça. Et moi-même, je l'ai testé. Je peux vous garantir qu'on a beau avoir fait du sport depuis des années, enfin de la muscu, quand on va sur un stade et qu'on se dit ok, je fais 10 fois 100 mètres à fond, votre corps il va pas être d'accord avec ça, votre système cardiovasculaire il va pas être d'accord avec ça, vous allez sentir que votre cœur va battre à fond, on n'y est pas habitué.
et on a du mal à récupérer et tout. Donc, faut y aller progressivement. Si vous vous dites, allez, je vais faire 5 sprints, le premier, vous le faites à 50%, le deuxième à 60%, le troisième à 70%, le quatrième à 80%, et le dernier, vous essayez de taper les 90%, quoi. Mais pas à fond d'entrée de jeu, ça va pas être bon, quoi. Mais en tout cas, la réalité, c'est que beaucoup de personnes pensent faire du haute intensité, alors qu'ils font réellement du moyenne intensité. C'est pas du très haute intensité. Le haute intensité, c'est vraiment, vous êtes à la limite de votre maximum. C'est-à-dire que quand vous êtes à l'intérieur d'une session, d'une période dans le HIIT de haute intensité, par exemple les 15 secondes d'effort à 95%, vous avez l'impression qu'après celle-là, vous pourriez plus en faire d'autres parce que vous êtes à fond, en fait. C'est typiquement, vous voyez quand vous jouez au foot entre potes et que vous arrivez près des cages, vous êtes attaquant, vous avez le ballon, vous avancez, il n'y a pas de hors-jeu, vous êtes bien placé et tout, vous accélérez, c'est ça en fait la haute intensité. C'est cette dose où il y a quelqu'un qui vous poursuit, vous êtes avec le ballon, il faut aller à fond et pour après mettre le but, mais vous êtes au taquet. C'est un petit peu au rugby, vous avez le ballon et il y a quelqu'un qui est derrière vous pour vous plaquer, vous n'avez pas envie de vous faire plaquer, vous donnez tout. C'est ça. Vous êtes en nage dans un bassin, il y a quelqu'un à côté de vous dans un couloir et vous avez envie d'arriver le premier au bout, vous mettez toute la gomme. C'est ça le haute intensité. C'est pas juste je fais un peu plus que d'habitude. Et donc du coup, je pense que c'est pour ça que le HIIT a pas super bonne presse et que certains disent j'ai pas eu vraiment de résultats, parce qu'ils sont pas en haute intensité. En fait, ils arrivent pas à recréer En fait, le HIIT, c'est un espèce de côté survie, quoi. Et quand on fait du HIIT, il y a une partie un peu compétition avec soi-même, avec ses propres capacités, et il faut vraiment réussir à créer une image mentale où quand on court, on est poursuivi. Quand on est, alors par exemple, moi j'aime bien faire du travail au kettlebell. Au kettlebell, j'imagine en fait qu'à chaque fois, le kettlebell, à chaque mouvement, quand je fais du HIIT avec kettlebell, à chaque mouvement, je tape dans un clou en fait, et que je dois vous savez, ces compétitions, on doit en une seule fois rentrer le clou dans une planche. Vous savez, ils mettent le clou et puis il faut en un seul coup rentrer le clou entièrement. Moi, j'imagine ça en fait. J'imagine qu'à chaque levée de kettlebell, il faut que j'envoie à fond pour rentrer le clou, quoi, qu'il faut que ça tape fort, quoi. Certains disent, par exemple, c'est que ils ont un adversaire en face et que ça doit être en boxe par exemple, et ça doit être un crochet du droit le plus fort possible qui doit le mettre KO à chaque répétition. Donc d'avoir cette image mentale là, ça permet en fait à chaque répétition, à chaque tour de HIIT, de se dire un coup gagnant, comme ils disent dans le monde du kettlebell là, c'est un coup gagnant. Ou imaginez cette image où vous êtes poursuivi, ça marche bien aussi. Mais bon, encore une fois, le haute intensité, faut y aller tranquillement pour monter à votre niveau d'intensité maximale. N'y allez pas du jour au lendemain, et même si vous faites de la muscu et que votre système cardiovasculaire il est déjà un peu préparé à l'effort, allez-y quand même tranquille, parce que moi je peux vous dire, j'ai testé la corde, vous savez, la battle rope là, la grosse corde épaisse, en plus je crois que j'ai la plus lourde qui existe et la plus longue. J'ai essayé la course dans les escaliers, les sprints sur un stade, des choses comme ça, et on peut rapidement se faire surprendre au niveau cardiovasculaire. C'est pas forcément agréable, et si ça vient couper votre séance, c'est pas sympa, quoi. Et je me rappellerai d'ailleurs d'un ami qui était venu faire une séance avec moi une fois sur un stade, qui avait voulu justement suivre la cadence. Et d'ailleurs, je lui avais fait l'exercice. Il me dit après l'échauffement. Pourtant, c'était quelqu'un déjà d'athlétique. On s'est chauffé tranquillement. Et puis, on a commencé à courir. Moi, j'ai commencé mes sprints. Et puis, il a dit là, je veux tout donner et tout. Et à chaque fois, il était un peu derrière moi. Je le laissais partir en fait. Je le laissais faire son tour. Une fois qu'il avait fini, moi, je faisais le mien, etc. Et je voyais bien qu'il était pas à fond. Il était bien échauffé et tout, mais il était pas à fond, à 100%, je le sentais. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que, vu qu'il faisait son tour, il revenait, je faisais mon tour, etc. Au moment où il devait faire son tour, je lui ai dit, allez, top, départ, et dès qu'il est parti, j'ai attendu 1 seconde, et moi, je suis parti. Et donc du coup pour moi j'étais un petit peu plus habitué, donc j'avais un niveau légèrement supérieur, pas beaucoup mais juste un petit peu, parce que ça faisait
quelques sessions que j'en faisais par rapport à lui. J'en avais déjà fait avant. Et le fait... Et j'ai hurlé en fait en arrivant derrière lui. Vous allez me prendre pour un fou, mais je suis arrivé derrière lui en criant, en disant vite, je te rattrape. Et vraiment en lui mettant cette pression-là, il a réussi à aller au maximum de ses capacités. Bon là, le résultat à ça, c'est qu'il a tellement donné qu'après il s'est fait une hypoglycémie. Heureusement, la maison était pas loin de. Enfin, il est venu à la maison, je lui ai donné un petit truc à manger, mais il était un peu blanc, mais il avait tout donné quoi. Et c'était pour lui montrer en fait qu'il pensait être à fond. Et qu'en fait, l'idée même que j'arrivais derrière en gueulant fort et tout, ça lui a créé une petite peur, et donc du coup, il a réussi à mettre beaucoup plus de gouache dans sa course. Voilà, c'était la petite anecdote. Bon, allez, je passe à la suite. Comment boire une eau saine ? Ça, c'était un article de lanutrition.fr. Donc, oui, je vous invite à aller lire cet article, il est intéressant. Et vous savez, notamment, il y a beaucoup de problématiques avec l'eau du robinet. Mais ces problématiques, donc ces dénonciations qu'il y a eu depuis des années, elles ont fait qu'il y a eu pas mal de mesures qui ont été mises mise en lumière, et ça a essayé d'être corrigé. Donc il y a plein de perturbateurs, vous savez, dans l'eau du robinet, notamment aussi des résidus de pesticides ou de pilules contraceptives et tout. Donc ça crée pas mal de problèmes au niveau de la santé des hommes, mais également des poissons et tout, parce que ça se retrouvait dans l'eau, des animaux et compagnie. Et en 2021, ils disent 96% de la population française peut être confiante quant à la qualité de l'eau de son robinet. En 2021. Cependant, au moins 2 millions de personnes sont exposées à une qualité d'eau non conforme car fortement contaminée par des pesticides, des nitrates, des bactéries ou de l'arsenic. Et apparemment, ce serait surtout dans les zones rurales, quoi. Et en fait, ils disent un petit peu, vous savez, quand peut-être que vous avez envie de filtrer votre eau ou de savoir quelle est la meilleure technique. Alors bon, déjà l'eau en bouteille, c'est bien, c'est bon, pas toutes, mais elles sont quand même bien au niveau de la qualité. Après, c'est au niveau de la pollution, les bouteilles en plastique et tout. Même si vous les recyclez, comme dirait Jean Covici, c'est bien de recycler votre bouteille d'eau, mais le mieux c'est de pas bouteille d'eau, c'est de pas en acheter en fait. Donc voilà, pour la planète quoi. Et après, ils montrent là dans l'article, ils disent par exemple les filtres du robinet qu'on met directement sur le robinet. J'en avais un d'ailleurs avant, très efficace pour filtrer le chlore, les métaux lourds, le plomb et les pesticides. Après, vous avez la carafe filtrante, vous savez, les carafes bien connues, je ne citerai pas la marque, mais bon, voilà. Ça permet d'éliminer le chlore, les métaux lourds, les pesticides, mais aussi le calcaire. Alors ça, c'est les deux premières options, là, c'était des filtres plutôt type à charbon actif. Après, vous avez le distillateur d'eau. Alors, dans ce processus, ils disent tous les sels minéraux sont également éliminés. C'est une solution très performante, mais coûteuse, qui consomme de l'énergie. Après, vous avez l'osmoseur inverse. Donc, l'osmose inverse permet d'éliminer presque 100% des substances indésirables comme les bactéries, chlore, nitrate, calcaire, métaux lourds, résidus médicamenteux et les produits phytosanitaires. Donc là, c'est pareil, le coût est assez élevé. Un osmose, c'est une espèce de machine là, d'osmose inverse. Et après, vous avez le purificateur autonome, très efficace pour dépolluer l'eau tout en conservant les minéraux. Les filtres peuvent durer 10 ans. Donc, il faut savoir que là, dites-vous bien une chose, c'est que plus vous avez un système efficace, plus ça va être cher, plus ça va être un système complet avec une installation, etc. Faites bien votre calcul. Par exemple, si vous êtes en train de construire une maison ou quelque chose comme ça, renseignez-vous. Là, je vous ai donné les noms. Alors, il y a le filtre à robinet, la carafe filtrante, le distillateur d'eau, l'osmoseur inverse et le purificateur autonome. Renseignez-vous bien un petit peu par rapport à votre budget et tout. Mais si vous êtes typiquement, si vous achetez de l'eau en bouteille, faites le calcul, par exemple, je dis une bêtise, mais les filtres qui peuvent durer 10 ans, là, sur le purificateur autonome, regardez le prix de 10 ans de bouteille d'eau. Alors, évidemment, l'eau que vous achetez en bouteille, vous la consommez plus en liquide, donc il faut bien faire le calcul, hein, faut pas faire bêtement le calcul juste avec les bouteilles d'eau, mais faites bien le calcul, peut-être que ça peut être intéressant. Mais en tout cas, voilà les solutions par rapport à ce que ça filtre, quoi. Les fils de robinet, les carafes filtrantes, c'est déjà un premier pas, mais on est loin, par exemple, des purificateurs autonomes ou de l'osmoseur inverse, quoi. Voilà, vous avez la source complète d'ailleurs dans les notes de l'émission. Après, le dernier point que je voulais citer dans ce podcast, c'est quelque chose qui m'a plu en fait en le lisant, c'est comment gagner de l'argent en vendant des boutures de vos plantes d'intérieur. C'est un article américain que j'ai traduit, donc peut-être que les mots seront pas super cohérents, mais je vous cite: les investissements dans les plantes d'intérieur sont un moyen amusant et alternatif d'explorer le monde de l'investissement dans le confort de votre propre maison, a déclaré Salman Aki, expert en finances personnelles chez money.co.uk. Donc ça doit être anglais.
Et en fait, les plantes. Alors, l'idée en fait, c'est d'acheter une plante chère, mais pas sous forme de plante directe. Vous savez, quand vous allez dans un magasin de plantes, il y a des plantes qui coûtent hyper cher, des plantes d'intérieur et tout. Et ben l'idée en fait, c'est d'investir dans plutôt le bulbe. Vous savez, de faire vous-même pousser cette plante chère chez vous. Et l'idée là, par exemple, il donne un exemple, les plantes de Monstera dubia. Donc, je sais pas ce que c'est, sont le meilleur investissement qui puisse exister dans la plante, parce que selon leurs calculs, les boutures d'un Monstera dubia vous coûteront entre 20 et 30 $, tandis qu'une plante en pot cultivée coûte entre 250 et 280 $. Donc ça fait une augmentation de 766% par rapport à la valeur initiale. Donc en gros, en investissant 20 à 30 $, si ça prend chez vous et tout, vous en prenez soin, potentiellement vous avez après une plante qui coûte jusqu'à 280 $. Donc l'idée, ça peut être vous-même, vous faites des investissements comme ça, mais ça peut être après de proposer à la vente ces plantes. Alors moi après je suis pas dans le monde de la fleur, j'ai un ami qui l'est. Moi je suis pas dans le monde de la plante, de la fleur, j'y connais rien, je sais même pas comment on vendrait ça. Mais l'idée qui me viendrait comme ça, c'est que si vous avez envie. Pourquoi je dis dans le monde du fitness? Parce que pour moi les plantes et tout, ça améliore la qualité de l'air dans la maison. Vous savez que pour moi le fitness c'est tout un style de vie, et ça passe aussi par un intérieur sain, avoir des plantes, des choses comme ça. Et je trouve le truc super sympa, qui aurait pu être d'ailleurs hyper intéressant et hyper prenant pendant la période de Covid, quand on était tous confinés, notamment les personnes qui sont seules, d'avoir des petits trucs comme ça à développer dans la maison, de prendre soin de ses plantes et tout. Il y en a qui vont me dire, Théo, tu sais qu'il y a d'autres plantes qui peuvent rapporter beaucoup plus, mais qui sont malheureusement illégales et qui se fument. Mais bon, j'en parlerai pas ici parce que d'une, c'est illégal, et deux, on est un peu loin quand même du truc fitness, donc ça sort un peu du mode de vie que j'ai et que je recommande. Mais évidemment, là, on est dans la dimension légale, et je trouve ça intéressant. Allez voir le lien. Source de l'article, vous avez pas mal d'autres plantes qui sont proposées, et je sais pas, par exemple, vous pouvez aller voir le fleuriste du coin le jour où vous avez des plantes comme ça. Voilà, j'ai ces variétés, je sais que ça coûte cher, j'en ai pas mal. Est-ce que ça vous intéresse de les mettre en exposition, ou est-ce que je peux les mettre en dépôt-vente chez vous et on fait moitié-moitié, quoi, ou j'en sais rien. En fait, vous trouvez un truc pour rentrer dans vos frais et gagner un petit peu de thunes en plus. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Enfin, je sais pas, ça peut être quelque chose dans un monde où on est hyper connecté, hyper sur le digital, de revenir un peu la main à la terre, tout en gagnant un petit peu de thunes. Ça peut être sympa, quoi. Vous mettez 20 à 30 $, là, comme il dit, 20 à 30 balles dans un bulbe, vous en occupez bien, et puis vous arrivez à le vendre après 250 ou 280 $. Alors, ça se trouve, ça peut même se vendre sur le Bon Coin, ou j'en sais rien, à tester. Moi, je trouve que c'est intéressant, et j'adore les trucs, en fait, où comment dire, déjà, il n'y a pas d'intermédiaire, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Enfin, c'est quelque chose de positif. Vous faites grandir une plante, cette plante, après, va nourrir un intérieur chez quelqu'un d'autre. Je sais pas, je trouve ça bien. Avec ça, j'ai pas du tout de problème par rapport à l'argent, quoi. C'est vraiment pas quelque chose qui me dérange, parce que je trouve que c'est ok, on utilise d'argent, mais pour rendre quelque chose, on crée de la vie sous forme naturelle, sous forme de plantes, et après on en fait le commerce, voilà, parce que ça prend du temps, et ce qui coûte ce prix-là, c'est le fait que on a été précautionneux, on s'en est occupé, on l'a nourri, on lui a donné de la lumière, on l'a taillé, etc. Donc c'est une main d'œuvre, et ça se monnaie, et c'est le prix à payer, en tout cas par la rareté de la plante, que du coup, si cette rareté est abondante, si nous on en fait pousser de plus en plus, justement on diminue cette rareté, donc peut-être qu'à terme le prix diminuera aussi, puisque tout ce qui est rare est cher, et tout ce qui est abondant l'est moins. Mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant, et je trouve que pour toutes les personnes qui sont seules, qui sont un peu isolées, etc. Vous savez, je regardais un reportage, j'en avais parlé dans ma news VIP. Je vous avais parlé de ceux qui vivent dans la station internationale, là, vous savez, pendant 6 mois, etc. Les comment on dit, cosmonautes, astronautes, je sais même plus. Les Thomas Pesquet et compagnie. Et donc il y en avait un, je crois que c'était un Russe, je sais plus si c'est un Russe ou je sais plus, qui justement tous les jours il prenait énormément de plaisir à s'occuper d'une plante, et en fait ça reflète exactement le côté confiné et tout, d'avoir un truc, parce que bon, dans la station là-haut ils sont pas seuls, mais bon, ils sont quand même confinés de la terre, et
Et je trouve que ça peut être quelque chose d'hyper intéressant pour donner un petit peu d'objectif, de but et de remettre un peu la main à la terre au concret chez les personnes qui, par exemple, seraient un peu sédentaires et auraient un travail sur je sais pas, sur du virtuel, etc. Ça permet de mettre quelque chose et d'avoir ce côté où potentiellement on investit aujourd'hui 30 dans un bulbe et demain ça coûtera 280. Si on s'en est bien occupé, hein, à mon avis, il faut pas juste le mettre à la lumière et l'arroser, il faut vraiment, je pense, faire quelques recherches pour savoir comment ça fonctionne, ne pas mettre n'importe quelle terre et tout ça. Mais je trouve ça super intéressant. Voilà. Je m'arrête ici pour ce podcast. Si vous voulez développer des bons biceps pour faire éclater les manches de vos chemises, allez voir le lien que j'ai mis en description. Vous aurez tous les exercices, la vidéo, le plan PDF, plus le programme. Tout est noté, pas besoin de prendre des notes. Tout est condensé. Vous pouvez l'écouter d'ailleurs, pas besoin de le regarder. Et avoir la petite fiche après en pense-bête avec le programme pour tester. Donc si vous avez plutôt un point faible biceps ou même des biceps qui sont pas forcément un point faible mais qui stagnent un petit peu depuis quelques mois, voire quelques années en termes de circonférence ou de définition, allez voir, ça va vous apprendre pas mal. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour le futur épisode. Bye bye. Non, ne t'inquiète pas, c'est pas chez toi que ça sonne, c'est ici. En fait, c'est juste pour attirer un petit peu ton attention et te dire que tu as devant les yeux, en description de cet épisode, plusieurs liens, dont un pour aller noter mon podcast avec des petites étoiles hein, sur la plateforme que tu préfères, hein, iTunes, je sais pas quoi, Spotify, etc. Mais également, tu peux aller retrouver tous les liens que j'ai cités dans l'épisode. J'ai essayé de faire des descriptions avec tous les liens, comme ça au moins ça vous donne des accès directs à toi et à tous ceux qui m'écoutent, de manière à pouvoir trouver directement le contenu. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu préfères. Et c'est toutes les semaines à 8h du matin, le mardi. Bye bye.